Donc, j'ai essayé de le faire quand même avant pragmatique à la chinoise. J'ai voulu revenir très vite, donc je vais faire assez schématiquement. Voilà, sur ce qui s'est passé il y a 15 jours, à partir de la rencontre de Genève, les négociations sino-américaines, les 10 et 11 mai donc, s'en sont terminés sur une trêve de 90 jours avec une baisse des droits de douane. À mon avis, j'ai voulu en parler parce que c'est vraiment un concentré de la situation et du conflit sino-américain aujourd'hui avec c'était quelque chose qui n'était pas véritablement attendu aussi rapidement. Ça s'est fait, tout le monde a levé. Pardon. Voilà. Donc, euh, c'était important de voir un petit peu, de décortiquer ce qui s'est passé, ce qui s'est passé à Genève. Euh, Vincent a fait état tout à l'heure du premier mandat de Trump et des premières mesures contre la Chine qui ont été prises lors du premier mandat en 2017-21, avec des accusations de pratiques commerciales déloyales, de déséquilibre des échanges au détriment des États-Unis, etc. Il y a déjà eu donc là un premier train de mesures de tarifs douaniers et de sanctions contre la Chine sur frappant des milliers de produits chinois, des interdictions d'exporter de la haute technologie, des interdictions de l'importer, certains matériels en concurrence avec les produits américains et comme ceux destinés à la 5G. Donc, il y avait déjà donc le 32. On voit déjà une escalade qui se fait entre-temps, comme l'a rappelé Vincent, il y a eu Biden. Biden, ça a été la même chose. C'était moins violent, mais on voit le consensus américain entre républicains démocrates que la cible principale des États-Unis, c'est la Chine. Euh, donc, en 2025, le retour de Trump, on assiste à une reprise brutale du conflit qui s'est transformé en un affrontement économique d'ampleur mondiale. Les tarifs massifs et les contre-mesures ont paralysé les échanges bilatéraux, mais aussi ébranlé les marchés et perturbé les chaînes d'approvisionnement. Première chose que je veux dire, c'est que je pense que au fond du conflit actuel mené par les États-Unis, euh, ça ne constitue pas une véritable politique, une rupture dans la politique américaine, comme je le disais, mais la question des tarifs douaniers et pour le reste de la planète reste dans un cadre d'une question d'économie commerciale. Pour la Chine, il s'agit d'une confrontation, profonde confrontation stratégique, idéologique entre deux grandes puissances mondiales et une confrontation qui plonge ses racines dans ce qui a été la projection pour les Américains du monde après l'implosion de l'URSS. Donc, je disais tout à l'heure que j'allais remonter assez loin, je remonterai encore plus loin tout à l'heure, mais je remonte déjà à la déclaration qui a été faite en 1992 du document classifié du ministère de la Défense américain qui proclamait la mission politique militaire de l'Amérique dans l'après-guerre froide sera de veiller à ce qu'aucune superpuissance rivale ne puisse émerger capable de contester la suprématie américaine. On est en 1992. La Chine, 92, débute juste son décollage économique. Elle n'est pas particulièrement visée par cette menace américaine. Mais elle va bien sûr remonter et sous-tendre les relations au fur et à mesure que la Chine va prendre du poids à l'échelle mondiale. Je remonterai un des tournants de ces relations sino-américaines
n'est pas vraiment une question commerciale, mais une question stratégique. C'est le pilier asiatique imposé par Obama qui ouvre en quelque sorte les hostilités avec la Chine. Il concrétisait véritablement ce que les Américains devaient faire avec leurs alliés pour contenir la montée en puissance de la Chine. Donc, au fil des ans, est officialisé le positionnement, l'ennemi numéro un pour les États-Unis, c'est la Chine, et l'UE va suivre en rival systémique. Donc, ce que je dis, c'est que l'offensive trumpienne aujourd'hui est d'une rare violence et elle impacte l'économie mondiale. Donc, à Genève, qu'est-ce qui s'est passé? Une baisse des barrières douanières. 125% à 10% pour la Chine et de 145 à 30% pour les États-Unis, en comptant effectivement, pardon, mais, euh, pardon, excusez-moi, hein? Ouais, 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 c'est ça. Mais c'est il y a eu donc ces premières négociations avec donc, des annonces. Le processus est normalement doit se poursuivre. Donc on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On peut déjà dégager du pourquoi on est arrivé à ces négociations. C'est aux salves de Trump, la Chine a répondu au coup par coup. Alors je donne quelques exemples. Dès mars, elle avait massivement réduit ses avoirs en dette américaine en cédant près de 19 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Elle a continué par une baisse significative d'achat des produits agricoles américains, dont le soja, au plus grand bénéfice du Brésil. Une restriction des exportations de certains métaux stratégiques, des terres rares lourdes, dont elle assure la majeure partie d'extraction et la quasi-totalité du raffinage. Enfin, la décision le 16 avril de bloquer la livraison d'avions Boeing déjà commandés, ainsi que des pièces d'équipement aéronautique et pièces détachées, a sonné quand même Trump, qui, selon son entourage, ne s'attendait pas à cette résistance de la Chine. Et dans le même temps, quand je parlais de concentrer de la situation de confrontation avec la Chine, il y a eu ces négociations et il y a se passait à Pékin le forum Chine-CELAC où, devant un parterre de dirigeants latino-américains, Xi Jinping délivrait son message de nous sommes les défenseurs du multilatéralisme, du libre-échange, de la coopération. D'ailleurs, il a annoncé un certain nombre de mesures, de plans pour augmenter, approfondir les coopérations, que ce soit sur les commerces ou le numérique, et un certain nombre de choses. Pardon, excuse-moi. D'accord. Et c'est parce que je veux bien parce que ça me... Voilà. Donc, Ça rentre pas. bon, alors je vais laisser comme ça. Bon, je suis désolée, je vais boire de temps en temps, c'est pas, ça vous fera souffler. Donc, cette capacité de résistance, elle a été sous-estimée par Trump et manifestement aussi par son entourage qui s'occupait des questions chinoises. Mais je pense qu'aussi que cette sous-estimation, elle est valable sur la sous-estimation de la cohérence du projet politique chinois de développement, sur la nature et la finalité de ce projet. Je dis sous-estimation du processus de développement de la Chine depuis 45 ans environ. Euh, et pourtant, qui s'inscrit dans une vision de l'histoire et de l'état d'esprit des dirigeants
et de la population chinoise. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je vais dire que je vais remonter plus loin, parce que le poids de la Chine dans l'économie mondiale est resté central, en gros, depuis l'époque romaine jusqu'au 19e siècle, avec un sommet en 1820 où la Chine représente 36% de l'économie mondiale. Donc, le déclin de la Chine au 19e siècle, avec, euh, avec les occupations étrangères, le démantèlement, le dépeçage de la Chine, accéléré par les traités inégaux, les guerres d'occupation et tout, euh, il faut voir que c'est dans cette image, que c'est dans ce contexte d'humiliation, et le siècle d'humiliation s'est repris, bien entendu, dans le récit national chinois, mais historiquement, c'est vrai. Euh, et la perte de la souveraineté de la Chine à cette époque, qui a été fondé le Parti communiste chinois en 1921 et qui se donne pour objectif, et moi je pense que là c'est une ligne directrice fondamentale pour comprendre le positionnement de la Chine et la stratégie chinoise, qui se donne pour objectif de rétablir la grandeur et la prospérité de la Chine, de lui redonner une place centrale dans le monde. Et c'est un objectif qui est réaffirmé en 1949 au moment de la fondation de la RPC. Je vous rappelle quand même dans le grand discours de Mao Tse-tung, c'est la Chine est debout. Et réaffirmé ces dernières décennies, notamment avec l'arrivée de Xi Jinping, que on va donner, l'objectif, c'est de donner, de faire une société de moyenne aisance en 2020-25, puis une première puissance innovatrice en 2035, et enfin un pays prospère et puissant en 2049. Voilà, ce sont les étapes qui sont données, mais qui reviennent, qui plongent dans les racines même du communisme chinois. Je voudrais rappeler, parce que je la trouve très explicite, ce que disait Li Dazhao, qui est un des fondateurs du parti, un des premiers responsables du Parti communiste chinois dans les années 20, que la Chine est tombée de... Pourquoi la Chine est-elle tombée de la caravane du progrès humain? Donc, toute l'explication, toutes les recherches, tous les débats qui ont euh, qui se sont construits dans tout le siècle, dans tout le XXe siècle et qui se poursuivent encore aujourd'hui, veulent répondre à cette question. Voilà. Donc ce projet communiste chinois, pour comprendre un peu ce qui se passe, est autant un projet nationaliste, mais au sens nationaliste de souveraineté, qu'une révolution sociale et politique. Cette question centrale posée dès les années 20 et ce qui se poursuit par la suite, c'est quelle recherche d'une voie de développement, c'est quel choix se pose pour la Chine à l'époque, avec des débats sur la modernité. La modernité, est-ce l'apanage de l'Occident et du capitalisme? Quel est le rôle du marché? L'introduction du marché, non comme une finalité, mais comme outil pour développer les forces productives. Quelle voie de développement adaptée aux réalités chinoises? Population énorme, main-d'œuvre rurale excédentaire et peu de terres arables. Enfin, je donne quelques points pour vous situer un petit peu l'étendue des débats qui traversent le siècle. Donc, avec la transformation économique amorcée par Deng en 1978, qui annonce 4 modernisations à suivre de près aussi: l'agriculture, l'industrialisation, sciences et technologies et défense nationale. La question se pose, quels sont les moyens pour, euh, pour moderniser? Deng répond, on va jouer le jeu du capitalisme international. Donc, la Chine se lance dans une mondialisation libérale en instaurant de ce fait, au fil des ans, un système qui est le fruit d'influences hybrides, multiples et bien entendu contradictoires. L'économie socialiste de marché, le stade primaire du socialisme, l'utilisation du capitalisme pour développer le pays. Vous voyez, vous situez un peu où sont les contradictions du pays. Donc,
qui donne lieu à d'énormes débats au sein des cercles intellectuels, des cercles politiques en Chine. On distingue deux grandes périodes, des années 80 à la crise financière de 2008, puis des années 2010 avec l'arrivée de Xi Jinping en 2012 jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette première étape, elle représente quoi? C'est d'abord l'abandon des communes populaires et de la planification centralisée, la généralisation progressive des mécanismes de marché agricoles comme industriels, la liberté des prix, la privatisation par étapes successives et le développement rapide des infrastructures et l'orientation des exportations, et l'orientation vers l'exportation pour tirer la croissance. On assiste donc à la création d'un secteur privé. La Chine fait appel aux capitaux étrangers et dans les années 90-2000, les entreprises occidentales y trouvent les ressources humaines pour restaurer leur taux de profit. Elle profite d'une main-d'œuvre bon marché, issue des campagnes, abondante. La Chine devient l'Eldorado et sauve en quelque sorte le capitalisme international d'une de ces crises. D'une de ces crises. Je veux noter là, parce que c'est intéressant, quand j'ai parlé de redistribution des terres dans les campagnes, la décollectivisation des communes populaires, qu'à cette époque, et ça c'est très important, jusqu'à aujourd'hui, la terre est propriété collective, propriété de l'État. Il n'y a pas de terre privée en Chine. Ça c'est important. La redistribution de terres, elle se fait sur des questions, elle est distribuée aux paysans ce sont des petits lopins de terre. C'est le droit d'usage. Ce droit d'usage, les paysans ne peuvent pas le vendre, mais peuvent le louer, soit le laisser à la famille, soit le louer carrément. Et je dis que c'est important parce que nous allons le voir dans le fait que la Chine devienne l'atelier du monde avec cette énorme réserve excédentaire de paysans qui quittent la terre et qui vont travailler dans les usines du littoral, pour la plupart, ce sont les Mingong, contraction de paysans et d'ouvriers. Euh, les travailleurs quittent la terre, mais en fait ne quittent pas leur lopin. C'est-à-dire que quand il y a eu des crises en Chine, quand il y a eu des fermetures d'entreprises et tout, ce qui a sauvé la Chine, notamment après 2008, quand il y a eu des millions d'entreprises étrangères qui ont fermé, notamment dans la rivière des Perles, que les ouvriers sont retournés à la terre et ont réussi à subsister avec leur lopin de terre. Donc ça, je veux dire que ça aussi, il faut avoir ça en tête pour comprendre aussi comment fonctionne la Chine. Donc, je disais, la Chine devient à l'époque l'atelier du monde, une croissance économique de 10%, voire plus dans certaines régions où c'est allé jusqu'à 14%. Donc, pendant 25 ans, la part du commerce extérieur dans le PIB explose. Elle passe de 5% en 70 à près de 50% en 2010. Et la Chine devient alors le premier exportateur mondial. Et la consécration, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'adhésion de la Chine à l'OMC, avec le statut de pays en voie de développement. Ça, c'est intéressant parce que du coup, elle payait beaucoup moins de droits qu'un autre pays dit développé. Ça consacre effectivement les liens de la Chine avec le capitalisme international. D'ailleurs, qui applaudit des deux mains ça? C'est Clinton, alors président des États-Unis, qui dit c'est une opportunité pour le capitalisme mondial. C'est clair, net. Donc, mais sur cette première période, je veux quand même faire plusieurs remarques. Alors, je l'ai dit tout à l'heure pour la Chine. L'objectif n'est pas de créer un système capitaliste, mais d'utiliser les ressources du marché, les capitaux étrangers et transferts de technologies pour développer la richesse du pays, permettant de répondre aux besoins de la société chinoise, à l'élévation du niveau de vie, renforcer la puissance du pays, assurer son indépendance et sa souveraineté. C'est un vaste programme. Mais
tous les débats qui sont à l'époque là sont formels. Et il faudrait relire tous ces textes de l'époque pour bien comprendre aujourd'hui, dans la continuité, ce qui se passe en Chine. Donc, en 30 ans, c'est sous l'égide de l'État et du Parti communiste que s'est profondément intégrée la Chine à la mondialisation capitaliste. Il n'y a pas eu de Big Bang. Oh là là, c'est pas vrai. Non mais j'ai toussé, hein. 6 minutes. 6 minutes. Donc, je vais essayer d'aller très vite. Voilà. Voilà. Où j'en étais. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une ouverture qui reste très contrôlée, qui reste aussi très contrôlée pour les multinationales. Ce sont les autorités qui décident des secteurs d'investissement, qui répondent aux besoins pour répondre aux besoins de la Chine. Mais c'est l'État qui décide. Il n'y a pas de véritable entreprise étrangère indépendante, mais des joint ventures avec des partenaires chinois. On donne la priorité au secteur public, à sa modernisation, à son efficacité pour qu'il soit compétitif. Et les entreprises d'État vont devenir des acteurs actifs concurrentiels. La Chine reste, malgré tout, maîtresse de son développement et c'est l'État qui planifie et coordonne l'ensemble des activités économiques. La cohérence du projet est maintenue par les plans quinquennaux. On achève en 2025 le 14e plan quinquennal et le plan quinquennal, c'est vraiment un atout pour coordonner et rassembler les ressources économiques et sociales dans la durée. Et là, ils sont en train de mettre en place le 15e plan, voilà, et il y a un appel, là, dans la presse, dans tout ce qui est un appel et une consultation populaire pour qu'il y ait une remontée de la base sur ce que pourrait être le plan scolaire. Donc, on voit, je ne dis pas que c'est une révolution là, mais on voit qu'il y a dans le lien entre la direction, le parti, et une volonté de faire participer aussi la population parce que c'est sur la base d'un compromis social qui est fait. Le compromis social, je n'ai pas le temps, je ne vais pas passer sur ce qui a été l'exploitation ouvrière, énorme exploitation ouvrière du temps en Chine, mais c'était dans cet espoir de décollage économique qui redonne la légitimité au parti. Et donc, tant que ça marche, même s'il y a eu d'énormes contestations, des grèves qui se sont déroulées parce il y a eu un mécontentement populaire. Je n'ai pas le temps de repasser sur la deuxième, on en parlera dans la discussion. C'est avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping qui doit réorienter l'économie chinoise vers une meilleure qualité, meilleure redistributive. Le développement durable est de nouveau est mis en avant dans cette croissance et ce qui va précipiter aussi les changements par rapport aux États-Unis, ça va être cette décision de booster la révolution de la haute technologie. Je cite quand même Wayne Jabba parce que je l'aime bien, qui dit en 2010, hein, nous sommes juste après la rupture de 2008 et la crise qui va accentuer la rupture entre la Chine et les États-Unis. La crise financière est en train de faire naître une nouvelle révolution industrielle et technologique. Le développement de cette nouvelle industrie décidera de l'avenir de notre État. Donc, c'est ils ont raté la révolution industrielle, ils veulent la révolution technologique. Et donc, en 2015, le plan est lancé de Chine Made in 25
où ils vont mettre le paquet sur la révolution technologique, tout ce qui est la recherche, les semi-conducteurs, la robotique, le spatial, le quantique et l'intelligence artificielle. Tu me laisses quoi? 30 secondes. Bon, les réponses. Hein. Donc, les dépenses en recherche et développement ont dépassé en 2020 celles de l'Europe et se rapprochent de celles des États-Unis. Et l'augmentation de ces dépenses représente 80% de l'augmentation totale des dépenses de l'OCDE depuis 2000. Donc, évidemment, on entre, à mon avis, dans une nouvelle phase du capitalisme, parce que de ce qui va se passer, des recherches en Chine avec ce formidable déploiement. En quelques années, on voit une centaine, 150 à peu près technomonopoles qui, qui vont couvrir en gros le territoire chinois, que ce soit les zones maritimes que des zones intérieures, où aussi bien les entreprises publiques que le privé. Le privé est encouragé pour se concentrer sur le projet chinois défini par l'État. Ça, je voulais le dire parce que ça me semble aussi intéressant dans notre discussion. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? L'autre chose, je vais juste finir quand même, c'est donc sur l'autre question, c'est comment la Chine s'est préparée. Mais c'est en développant tous ses liens commerciaux avec le Sud global. Et on l'a vu, je vous ai parlé du forum Chine-CELAC dès 2008, dès la crise. La Chine pose la question du dollar comme référence, comme monnaie de commerce, de référence de commerce international. Elle pose aussi cette question de diversifier complètement ses importations, ses exportations pour assurer son indépendance. C'est-à-dire que tout ce qui est là où la guerre commerciale qui existe aujourd'hui, c'est la Chine s'est préparée à ça. La Chine s'est préparée à cet affrontement au cours des années. Alors évidemment, je n'ai pas le temps de vous parler de tout ce qui est aussi armement militaire, concentration du militaire dans l'Indo-Pacifique avec les différentes alliances des États-Unis avec les voisins. Voilà, mais ça participe aussi, c'est un élément fondamental de la préparation de la Chine à cet affrontement. Et aujourd'hui, la Chine joue la carte d'une référence de stabilité mondiale par rapport à l'imprévisibilité de Trump et de l'ouragan dont parlait Vincent, et elle joue, elle mise sur la mondialisation, elle mise sur le libre-échange. Et ça reste, et elle est quand même passablement entendue. Je m'arrête là parce que tu vas bientôt.